Bonjour à tous. Je vous rappelle en ouverture de cet entretien que le nouveau numéro d'Omerta sur l'enfance en danger, l'enfance de tous les dangers, est en kiosque, notamment avec un grand entretien avec Carl Zéro. Et donc vous pouvez le trouver dans 5000 points de vente en France. Nous accueillons aujourd'hui Michaela Wrong. C'est la seconde fois que vous venez, la deuxième fois que vous venez sur le plateau d'Omerta pour nous parler de l'Afrique. La première fois, c'était sur le Rwanda. Nos auditeurs, spectateurs pourront retrouver l'entretien sur Paul Kagame et les secrets de l'actuel président du Rwanda. Mais là, nous allons aujourd'hui plonger dans les secrets, dans la vie de l'ancien président du Zaïre, qui est devenu depuis la République démocratique du Congo, donc Mobutu, qui était au pouvoir de 1965 à 1997, donc peut-être que les jeunes générations le connaissent moins. C'était l'homme, pour les Français, l'homme à la toque en peau de léopard, et qui donc a été le chef d'État très connu de cette ancienne colonie belge, décolonisée en 1960, et qui aujourd'hui, avec 99 millions d'habitants, peut-être même déjà 100 millions, est le plus grand des pays francophones. Et nous reviendrons aujourd'hui tout à l'heure sur les relations que la France entretient encore avec ce pays, qui n'est donc pas une ancienne colonie française, mais une ancienne colonie belge. Alors, ce livre est en fait la première édition française d'un grand succès de librairie anglo-saxon, écrit donc il y a en 2000, si je me souviens, paru en l'an 2000, mais qui garde toute son actualité, et que vous avez rafraîchi d'une préface inédite en français. Alors je rappelle aussi que vous êtes une journaliste anglo-saxonne très connue, que vous avez travaillé notamment pour la BBC, pour l'agence Reuters, et Financial Times. Et que notamment dans toute l'Afrique centrale, dont le Zaïre est le principal pays en termes de puissance démographique et économique, puisqu'il y a beaucoup de mines et d'intérêts. Mais ça, on va le voir. Donc en fait, est-ce que, d'abord pour comprendre l'arrivée au pouvoir de Mobutu, est-ce que vous pouvez recontextualiser la décolonisation décidée par le roi Baudouin et le gouvernement belge en 1960, alors que se trouve surtout mise en avant à l'époque la figure de Patrice Lumumba. Alors, la décolonisation au Congo a été très soudain et très violent, parce que ce qu'on a vu, c'est que les Belges se sont retirés beaucoup plus vite de ce qu'on attendait. C'est un peu grâce à la pression de Patrice Lumumba, qui était le premier ministre élu au Congo. Et lui, il voulait que le pays se barre des Belges. Effectivement, il n'y avait pas eu assez de préparatifs. Et tout de suite, on a vu une mutinerie de l'armée congolaise. Et il y a aussi eu des tentatives de séparatisme. Le Katanga et le Sud Kasaï, ce sont les provinces où il y avait tous les minéraux. Ils ont demandé l'indépendance et tout de suite on voyait que le pays était en train de s'effondrer. Et alors Patrice Lumumba a demandé le soutien des Nations Unies, on envoyait des peacekeepers des Nations Unies. Et après, il y avait une période de chaos avec les mutineries ici et là. Et après, il y avait Lumumba qui se bagarrait avec le président Joseph Kasavubu. Les hommes n'étaient pas du tout d'accord. Alors, il y avait aussi une crise politique. À un certain moment, Lumumba s'est tourné vers la Russie. Et il a demandé du soutien de la Russie. Et on était en plein guerre froide. Alors les Américains ont regardé ce développement avec beaucoup d'inquiétude.
Et à ce moment-là, ils ont commencé à parler de l'assassinat de Patrice Lumumba. Effectivement, le monsieur est mort fusillé au Katanga par les dirigeants séparatistes du Katanga. Mais il y avait tout un complot par le CIA pour l'assassiner à un certain moment. Et pendant tout ce temps-là, Mobutu était le préféré. Le monsieur qui, pour le CIA, a décidé c'est notre champion parce qu'il donnait l'impression, c'était le chef de l'armée, il donnait l'impression d'être quelqu'un de pratique, quelqu'un qui avait en tête l'avenir de son pays, qui essayait de trouver un accord entre tous ces politiciens qui se bagarraient. Et à un certain moment, lui, il a monté un coup d'État en 60, dans les années 1960. Oui. Et après, il est chef d'état-major à l'époque. Oui. De l'armée congolaise. Et après, après le coup d'État, il a redonné le pouvoir aux technocrates. Mais 5 ans après, quand il y avait encore des bagarres, des discussions, des querelles politiques, il a encore pris le pouvoir. Et cette fois-ci, il est resté au pouvoir pendant 32 ans. Alors, votre livre, j'ai oublié de le préciser, s'appelle « La chute du léopard », hein, aux éditions Max Milo. Donc, Michela, qui est Mobutu? D'où vient-il? Mais comment se retrouve-t-il en 1960 à la tête de l'armée congolaise, avant d'être en 1965 à la tête de l'État? C'était le fils d'un cuisinier. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui était un aristocrate. Il avait des racines très humbles. On a même dit que peut-être c'était quelqu'un qui était illégitime. Mais il est entré, c'était un enfant qui, à l'école, il faisait beaucoup de problèmes. Alors, il est entré dans la force publique des Belges et entré dans l'armée. Et c'était alors... après, il s'est intéressé beaucoup dans la politique. Il est devenu un journaliste. Et il est devenu, à un certain moment, le secrétaire privé Lumumba. Quand Lumumba vraiment devenait quelqu'un de très important et voyageait avec Lumumba. Et ils ont fait un voyage très important en Belgique à un certain moment où ils ont rencontré les Américaines. Et les Américaines, à ce moment-là, ils ont regardé Lumumba, tous les gens qui étaient autour de Lumumba. Ils ont décidé que Mobutu était la personne plus... dans laquelle ils avaient confiance. Adéquate pour... Oui, qui faisait une bonne impression. Et Lumumba, à l'envers, c'était quelqu'un qui il était très charismatique. Il faisait toujours une bonne impression quand il parlait au public, mais on le croyait, à Washington pensait que c'était un homme qui était imprévisible et avait beaucoup de tendances à gauche. Alors on a, effectivement, et Patrice Lumumba verra son nom honoré à Moscou du nom d'une des universités. Oui, effectivement. Et c'est un monsieur qui, à un certain moment, quand il avait besoin de soutien, il a regardé vers le Moscou pour demander de l'aide des Soviétiques. Ouais. Alors, on n'a jamais établi complètement... on sait que Mobutu a œuvré au renversement de Lumumba, mais on ne peut pas l'accuser directement, visiblement, de l'assassinat en janvier à un certain 61. moment, c'est lui qui l'a mis sur l'avion pour l'envoyer. À ce moment-là, Lumumba était en détention et on l'a mis sur l'avion qui a atterri à Katanga. Et à Katanga, c'était contrôlé par Moïse Tshombe, qui était l'ennemi de Mobutu, de Lumumba. Et on savait bien que dès qu'il avait Lumumba dans son propre contrôle, il allait l'assassiner. Et c'est effectivement ce qu'il a fait sous les yeux des policiers belges qui travaillaient là-bas à l'époque. Alors, on sait que la rébellion de Moïse Tshombe à l'époque a été aidée notamment aussi par les Français, qu'il y a des militaires français repeints en mercenaires
vont œuvrer, mais ça ferait l'objet d'un autre sujet. Ce qui vous a intéressé après, c'est plutôt comment Mobutu a gouverné à partir de 1965 et jusqu'en 1997 avec un soutien occidental, américain, mais aussi français, puisque le Zaïre, nom donné à l'époque, étant un pays francophone, et la Belgique n'étant pas un État très puissant en termes diplomatiques et militaires, c'est la France qui s'est retrouvée un peu la garante du pouvoir de Mobutu. Alors comment on peut juger aujourd'hui les rapports entre Mobutu et ce qu'on a appelé la France-Afrique et tout simplement les pouvoirs français successifs de la Ve République? Bon, je pense que la France a toujours cherché les hommes forts en Afrique sur lesquels ils pouvaient compter. Et à un certain moment, Mobutu, malgré le fait que c'était une ancienne colonie belge, c'était un des dirigeants sur lesquels ils ont basé leur politique. Et effectivement, dans les derniers jours de Mobutu, en 1997, quand il était dans son villa sur la colline à Kinshasa, c'est l'ambassadeur français qui était un des derniers diplomates à lui rendre visite avec sa famille et lui donner le conseil de rester toujours en place. Et à ce moment-là, il y avait les Américains et tous les autres diplomates qui étaient en train de lui expliquer que c'était la fin et il fallait qu'il prenne la fuite. Mais l'ambassadeur français était là à l'encourager à rester. Alors, c'était vraiment... Il était très proche. C'est un des proches de Paris. Bon, c'est un monsieur... toute la période où il a contrôlé le Congo, je pense au début, il y avait des années qui étaient les années d'or. Hein? Faste. Oui, non, parce qu'il y avait, c'était un dirigeant d'un grand pays. Le Zaïre était connu pour son sens de style. Il y avait Mobutu qui était invité ici et là. Il a visité plusieurs fois les Américains à Washington. Il avait le soutien du FMI, de la Banque mondiale. Il y avait toute une époque où il a déclaré l'authenticité, c'est-à-dire qu'il fallait devenir plus africain, rejeter un peu les influences des Occidentaux. Et alors, il a changé le nom du pays. Congo est devenu le Zaïre. Et aussi le style. Il fallait que les gens portent plus de costumes. Il fallait adopter l'Abacoste. C'était Abala costume. Et la musique, voilà, il y avait un moment où la musique, il y avait une explosion de musique congolaise. Et après tout, dans les années 74, c'était aussi le moment où il y a eu le Rumble in the Jungle. Alors, il y avait le match de boxe entre George Foreman et Mohamed Ali. Alors, ça, c'était les bonnes années. Mais après, à certains moments, il y a eu beaucoup de contestations. Lui se sentait de plus en plus rejeté par son peuple. Il a commencé à acheter les gens qui étaient dans l'opposition, les pays des pots de vin. En même temps, il y a une chute des prix des minéraux mondial. Et effectivement, au niveau économique, ça marchait vraiment, vraiment mal. Et à un certain moment, il s'est retiré dans le jungle. Il avait son palais à Badolite et on ne le voyait plus. Alors moi, j'ai habité à Kinshasa en 1994 et j'ai vu Mobutu 2 fois quand il est passé à l'aéroport parce qu'il s'était absenté de son propre capitale. On lui avait dit qu'il menaçait d'être assassiné. Et on avait l'impression d'un homme qui était déçu et devenu très cynique. Et quand il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, il achetait ce monsieur. Et au niveau économique, à ce moment-là, c'était désastreux parce qu'il avait pillé la Banque centrale et aussi la Gécamine, la société minière
très importante. Avec lequel il investissait dans les capitales européennes pour sa famille. Oui, il est devenu fameux pour ses habitudes d'homme riche, non? Alors, il buvait, tout le monde savait qu'il aimait bien la champagne rosée. Le champagne. Et qu'il envoyait les moules marinières à partir de Belgique par avion. Et on parlait beaucoup de Badolite, le palais à Badolite, parce qu'il y avait l'aéroport qui était assez long pour les Concorde. Parce que de temps en temps, il envoyait sa famille à Disneyland, au Florida, par Concorde. Et il avait des villas et des châteaux un peu en Belgique, en France. Il avait un appartement avenue Montaigne. Alors, vraiment, il est devenu un cliché de luxe. Et, le cliché du dictateur africain qui ne sait pas comment se contrôler ses dépenses et qui s'en fiche de son propre pays. Parce qu'à ce moment-là, le peuple congolais est devenu de plus en plus appauvri. Et donc, dans les années 90, la situation est devenue beaucoup plus compliquée pour lui. Et il a fini, c'est là où votre livre aussi est très intéressant, c'est parce que vous avez vécu de façon directe ou indirecte selon les années, mais les dernières années, voire même les derniers jours de Mobutu, qui finit par être chassé par Laurent Kabila. Oui, effectivement, j'étais à Kinshasa. Dans un hôtel, quand j'ai vu les Kadogo, c'est les jeunes soldats, les jeunes rebelles surtout de Laurent Kabila, qui ont fait à pied tout le long du Congo à partir du Rwanda, du fleuve Congo, jusqu'à Kinshasa, que c'est assez loin. Et ils étaient en train d'arriver à l'hôtel Intercontinental, qui était vraiment un symbole de Mobutu, parce que lui, il avait acheté des actions dans l'hôtel. Et c'était la fin de Mobutu. Et c'était vraiment grâce... C'est le Rwanda qui a joué un rôle là-dedans, parce que l'AFDL, cette organisation rebelle, était vraiment la créature du Rwanda, du Front populaire rwandais de Paul Kagame. Oui, c'était un moment intéressant, hein, parce qu'on sentait que tout allait changer. Mais il faut dire que moi, j'étais allée à Kinshasa l'année dernière et on voit que le pays ne s'est pas encore remis après cette expérience. Oui, c'est ce que vous racontez, notamment dans la préface. Et c'est qu'en fait, la République démocratique du Congo, puisque c'est son nom aujourd'hui, n'en finit pas de l'ère post-Mobutu. Oui, parce que ça reste toujours un pays très pauvre et où le chômage est un des problèmes plus grands. C'est aussi un pays où on voit que l'Est du Congo, il y a des problèmes avec les milices qui sont soutenus et les groupes rebelles qui sont soutenus. Celui plus important, le mouvement 23, est soutenu par le Rwanda, qui sont en train de prendre et de contrôler de plus en plus de terrain. Il y a 2 millions de déplacés au Congo de l'Est qui habitent maintenant dans des camps de réfugiés. Et la pauvreté est un problème énorme dans tout le pays. Ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est quand même on essaye de faire un type de réconciliation avec le passé. Alors, la ville de Kinshasa est pleine de statues et il y a une statue maintenant pour Lumumba sur le fleuve avec la main alors, comme ça. Une statue de Lumumba, aussi un de Laurent Kabila. Il y a un gros mausolée de Kabila. Il y a aussi des statues de Kasavubu. Et on a même dans l'hôtel Intercontinental qui maintenant s'appelle Hôtel Pullman, il y avait même toute une grosse peinture
Mobutu. On n'aurait jamais vu ça quand j'habitais en 1994 là-bas. Il était détesté à l'époque. Le peuple était vraiment amer et rancunier contre lui. Alors c'est intéressant que maintenant, quand même, il y a certaines affections, certaines nostalgies pour lui. Michaela, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une certaine réhabilitation auprès de certains pans de la population congolaise de la figure de Mobutu? Pour les jeunes, maintenant, ils ne se souviennent pas de Mobutu parce qu'ils sont trop jeunes. Hein. Et alors, je pense que parmi eux, il y a une certaine affection. Surtout, on se souvient d'un homme qui était vraiment un symbole du Congo au moment où il y avait cette explosion de créativité, de musique, de style. Et même on voit maintenant, j'étais très surpris parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes hommes qui se baladaient, qui portaient la Lacoste. Que moi, quand j'habitais à Kinshasa, personne ne voulait porter ça parce que c'était vraiment le symbole de Mobutu et il y avait une amertume et une rancune à sa rencontre. Et alors, je pense parmi eux, il y a une certaine nostalgie, même une affection. Et on parle du fait qu'on pourrait faire repatrier son corps. Voilà, parce qu'il est enterré au Maroc. Oui, c'est ça. Il est mort au Maroc du cancer du prostate. Quelques mois, 4 mois, oui, je crois, après. Assez vite après qu'il a pris la fuite. Et on parle du fait qu'on pourrait repatrier le corps parce qu'on a déjà repatrié le don de Lumumba, qui était la seule chose qui restait du corps de Lumumba, et que ça serait un symbole de réconciliation nationale. Mais je pense, parmi les plus vieux, on se rend compte quand même que c'est un monsieur parce que sa gestion économique était tellement désastreuse qu'il a détruit le pays. Parce que c'était le monsieur du CIA, le station chief, Larry Devlin, très fameux, qui connaissait très très bien Mobutu. Il m'avait dit une fois, Mobutu c'était un génie politique et au niveau économique, c'était un crétin. Et effectivement, c'est un peu le bilan qu'on peut faire. C'est un monsieur qui a eu un pays énorme. On parle de ce pays qui est Western Union. Toute l'Europe pourrait tenir dans les frontières. Oui, c'est extraordinaire. Et qu'il y avait les diamants, le coltan, le cuivre, n'importe quoi, l'huile, le pouvoir hydroélectrique. Et il a gaspillé tout ça. Il n'a pas compris comment utiliser ça. Et alors, il a donc été à la fin abandonné par les Américains. Vous nous avez dit que les Français, faute de remplaçants à leurs yeux crédibles, avaient tenté de le de le convaincre de se maintenir au pouvoir. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Alors, sur 2 plans. D'abord, ce qui se passe au Kivu, à l'est, à la frontière rwandaise. Et l'autre plan... y a-t-il des influences russes dont on parle beaucoup en ce moment en Afrique et est-ce que la jeunesse congolaise se tourne aussi, au moins symboliquement, vers la Russie et vers les pays non occidentaux? Oui. Bon, effectivement... la situation dans le Congo de l'Est, on peut dire que c'est grâce à Mobutu, parce que dans les dernières années de sa vie, il craignait un coup d'État, comme tous les dirigeants de ce type. Alors, il avait une tactique et une politique de dresser ses généraux les uns contre les autres. Et à cause de ça, aussi, les soldats au Congo n'étaient jamais payés. Ils ne recevaient jamais leur salaire. Et alors, ça voulait dire que quand l'AFDL, ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda, quand ils sont entrés au pays, les soldats ne voulaient absolument pas se battre pour Mobutu. Et alors, ils ont quitté leur devise pour faire semblant d'être des civils.
et ne voulait absolument pas combattre pour le pays. Et ça, c'est toujours le problème, qu'il n'y a pas vraiment une armée qui peut défendre le pays au Congo de l'Est. Et Félix Tshisekedi, l'actuel président, il doit compter sur les mercenaires. Il y a 2 groupes de mercenaires qui sont en train de faire la guerre pour la présidence. Au niveau des Russes, ce que j'ai rencontré quand j'étais à Kinshasa, c'est que les Russes, les Congolais, ils voient Poutine, ils sont tellement... Ils sont tellement cyniques à la rencontre des Occidentaux, parce que pour eux, les Occidentaux, c'est les pays qui sont en train de soutenir le Rwanda, qui est derrière le mouvement 23. Et alors, ils sont très cyniques à l'égard des Américains et ils se disent, bon, on s'en fiche un peu s'il y a eu une attaque importante par la Russie contre l'Ukraine et toute la campagne qui fait que les Américains fassent. Ils veulent avoir du soutien africain. On s'en fiche parce que nous, on a vu ce que les Occidentaux, ils nous ont rien donné. Ils sont en train de soutenir Paul Kagame au Rwanda. Et maintenant, il vient en Afrique pour demander du soutien. Non, on ne va pas le donner. Alors, il y a eu une grande sympathie. Il y a une sympathie pour les Russes et pour Poutine. On voit cet homme comme quelqu'un qui est courageux et qui lance un défi dans le visage du monde. Ouais. Bah écoutez, Michaela Wang, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur l'histoire de ce grand demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle du Zaïre et de la République démocratique du Congo. Et je renvoie donc, pour tous ceux qui seraient intéressés par le sujet, à ce livre dont je répète qu'il a été un best-seller dans sa version anglaise originelle, donc La chute du léopard, sur les traces de Mobutu, aux éditions Max Milo. Merci encore. Merci.